Bonjour à tous, je suis Joël Provenchère, directeur des offres de formation pour la Gazette des communes. Tout d'abord, bienvenue et merci d'assister à ce webinaire que nous organisons qui concerne donc le droit à la formation des élus locaux. Et dans le cadre, nous pourrons aussi du coup vous présenter ce que la Gazette peut proposer en la matière pour répondre à cette problématique. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'explorer du coup tous les éléments qui ont trait à la formation des élus locaux, et à la fin il y aura un petit tableau de synthèse, et ensuite je pourrais vous présenter également une plateforme de formation digitale que la Gazette des communes lance ces prochains jours. Juste pour bien définir aussi le cadre de cette intervention, donc si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure du propos, et puis je tâcherai d'y répondre du coup à la fin de ma présentation. Et si éventuellement il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre tout de suite pour différentes raisons, j'y répondrai en différé, donc par email, puisque du coup on peut réceptionner l'ensemble des questions que vous pouvez nous poser. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Donc, concernant le droit à la formation des élus locaux. Alors, comme vous le savez, c'est un sujet qui a été aussi débattu récemment, et on verra du coup les récentes dispositions liées à la loi engagement et proximité. Alors, dans un premier temps, pourquoi le droit à la formation est quelque chose d'important? Tout simplement parce que tous les nouveaux élus, et même les anciens, exercent un certain nombre de responsabilités. Et pour ce faire, il faut bien évidemment disposer quand même d'un minimum de compétences, de connaissances sur le fonctionnement des collectivités, sur les domaines sur lesquels l'élu est amené à prendre des décisions. Et à un moment donné, il peut être amené du coup à avoir besoin d'améliorer ses compétences ou ses connaissances dans différents domaines. Ça peut être sur des sujets techniques, mais ça peut être aussi sur des sujets de type soft skills, comme on dit. Donc, ça peut être aussi bien la prise de parole que des choses de ce type-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est que bien évidemment, ce sujet-là, il est essentiel, il est important. Pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'on ait des élus qui soient formés et, entre guillemets, compétents, dans la mesure aussi où il ne s'agit pas d'en faire plus des experts forcément, mais il faut que vous soyez en capacité de pouvoir piloter des projets, discuter avec vos fonctionnaires de manière efficace, et pouvoir avancer aussi avec eux conjointement sur la gestion d'un certain nombre de projets ou la résolution de problèmes, puisque eux sont également payés entre guillemets pour pouvoir vous aider dans ce domaine. Alors, que prévoit la loi? Alors, la loi a instauré un droit à la formation des élus locaux depuis déjà un certain nombre d'années, puisque ça date de 92, hein, donc c'est pas récent. Et donc l'ensemble des élus sont concernés par cette disposition de formation, c'est que ce sont aussi bien des élus d'un conseil municipal, conseil départemental ou régional. Donc tous les élus ont droit à ça, et c'est bien évidemment le cas aussi pour les élus qui sont rattachés à des EPCI. Alors, un point qui est important, c'est que alors là, on est dans une situation où un certain nombre d'électifs ont été mis en place, un certain nombre d'élus donc ont été élus par les populations. Et donc, normalement, dans les 3 mois qui suivent le début du mandat, le conseil municipal, mais aussi, c'est le cas aussi pour les EPCI, une fois qu'elles sont constituées, qu'elles ont eu leur assemblée constituante, doivent délibérer sur l'exercice du droit à l'information de leurs membres. D'accord ? Donc ça veut dire qu'une décision doit être mise en œuvre dans les premiers mois liés au mandat. Et cette loi, du coup, elle récapitule, enfin, cette disposition récapitule l'ensemble des actions de formation qui ont été décidées, et ainsi que le montant des budgets qui seront alloués par rapport à ça. Donc chaque année, les membres du conseil municipal ou communautaire doivent débattre sur ce plan de formation.
chose qui se fait du coup en rythme annuel. Alors, comme je disais du coup, donc les obligations de la collectivité, elles sont d'une part de voter le plan de formation des élus, hein, et donc du budget donc, qui est dédié à cette formation. Donc ça, c'est donc dans les 3 mois et donc un peu plus du coup suivant la prise de mandat. Les collectivités doivent aussi cotiser à hauteur de 1% du montant des indemnités des élus au DIF élu. Hein, donc, il s'agit du DIF élu. Et elles doivent allouer au minimum 2% et au maximum 20% du montant de ces indemnités donc à ce budget formation. Concernant les EPCI, en fait, l'ensemble des communes peuvent décider de transférer leurs compétences formation à l'EPCI. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. C'était une décision qu'il faut prendre et du coup formaliser. Et l'EPCI a alors donc 6 mois pour délibérer des droits de formation des élus. Excusez-moi, il semblerait que les slides ne défilent pas et qu'on soit sur la première slide. Alors, eh ben, chez moi, ça défile, donc alors, moi, j'ai pas de difficulté, je comprends pas parce que moi, ça a défilé. Là, c'est bon. Donc, on est bien sur la bonne slide. On est bien sur la bonne slide? D'accord. Oui. Bon, bah, merci pour ton intervention, Franck. Désolé du coup pour l'interruption involontaire, entre guillemets. Voilà. Alors, attendez, je reviens du coup sur. Bon, après, c'était des éléments de texte, hein, vous les aurez. Alors, juste pour information, l'ensemble de la présentation, vous l'aurez par mail. Hein. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Vous allez tous recevoir le PowerPoint et vous aurez tous les éléments écrits de ce que je viens d'indiquer, mais vous aurez également le replay de l'ensemble du webinaire. Donc, j'en étais au point où on discutait en fait de montant des allocations donc, qui étaient versées donc, au titre donc pour le DIFELU et l'ensemble du budget en fait qui doit être consacré par la collectivité avec une fourchette qui va de 2 à 20% en fait du montant des indemnités, qui inclut à la fois donc ce budget en fait inclut à la fois les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d'hébergement. Il y a un certain nombre de dispositions spécifiques sur les frais de déplacement et d'hébergement qui sont liés à différents articles aussi et sur les montants des prises en charge définis par l'État. Donc, comme je disais pour les EPCI également, en fait, tout ce qui concerne la formation en fait, peut également être transféré, du coup, cette compétence-là peut être transférée à votre EPCI. Donc, ça ne va pas forcément se décider au niveau de la commune, mais au niveau de l'EPCI. L'avantage, c'est lequel? C'est que, bien évidemment, dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement mutualiser peut-être des actions de formation et faire en sorte que, du coup, si des élus sont intéressés par différentes formations, vous pouvez, du coup, organiser une formation spécifique pour l'ensemble des élus sur une thématique donnée plutôt que chacun fasse des demandes un peu disparates et parfois, ça peut être plus onéreux pour la collectivité au global. Donc, ça peut être intéressant de regrouper. Dans ce cas-là, en revanche, le PCI donc, a 6 mois pour délibérer des droits à la formation des élus. Donc, ça repousse d'autant plus le délai sur la délibération des droits à la formation des élus, notamment dans un cadre actuel où ces PCI n'ont pas forcément été encore constitués du fait de l'incertitude sur les nouvelles assemblées n'ont pas été encore faites dans le cadre des événements liés au Covid-19. Un point évident, mais enfin je préfère le dire au cas où, bien évidemment, la formation doit être liée à un organisme qui est agréé par la formation des élus, obligatoirement. Sinon, si vous choisissez d'aller à un organisme qui n'est pas agréé par la formation des élus, dans ce cas-là, ça veut dire que ça rentre dans aucune des cases qu'on vient d'indiquer. Alors, on vous a mis un lien là, sur le site collectivitélocale.gouv.fr sur lequel vous trouvez pas mal d'informations
aussi sur le sujet. Je vous indiquerai également à notre site. Si on devait donc résumer, on va dire qu'il y a deux grandes options pour la formation des élus, puis je vais vous montrer un petit schéma derrière qui va récapituler tout ça. D'une part, on a le plan de formation de la collectivité. Donc, c'est la collectivité qui décide d'allouer un budget pour l'ensemble des élus, donc soit la commune, soit le PCI, soit éventuellement d'autres strates, le département, la région, en fonction de si on est élu dans ces différentes instances. Et vous avez aussi le droit individuel à la formation, le DIF élu. Donc, c'est deux dispositifs. La différence, c'est laquelle? C'est que le plan de formation de collectivité, finalement, c'est la collectivité qui dit, voilà, nous, on décide collectivement que les élus doivent être formés sur tel ou tel sujet, et donc on définit un plan de formation qu'on va porter, qu'on va financer. Et le droit individuel à la formation, là, c'est rattaché à la personnalité de l'élu, et l'élu qui décide, dire, voilà, moi, je souhaite suivre une formation sur tel sujet parce que j'estime que j'en ai le besoin particulièrement, et ça ne rentre pas dans ce cas dans le cadre forcément du plan de formation de la collectivité. Sur ce plan-là, DIF élu, on verra aussi un peu plus tard, mais donc il est limité à 20 heures par an, et 20 heures par an, mais par mandat complet. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez fait un mandat sur une année complète pour avoir les 20 heures. Donc, à ces droits, du coup, viennent s'ajouter également la possibilité d'avoir un congé de formation, donc qui est de 18 jours par élu, pour toute la durée du mandat. Pour obtenir ce congé de formation, bien évidemment, il faut aussi obtenir des autorisations de la part de l'employeur, qu'il soit public ou privé. Donc ça peut, il faut bien évidemment justifier le congé de formation. Il y a des délais de prévenance par rapport à ça auprès des différents types d'employeurs. Mais il peut y avoir aussi des refus qui sont liés à des problématiques de nécessité de service. Donc attention, ce n'est pas automatique, c'est une possibilité. Maintenant, c'est encore une fois, ce sont des choses qui peuvent et doivent se négocier pour faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc la prise en charge des frais annexes, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, là ça concerne vraiment tout ce qui est déplacement et hébergement. Là, il y a aussi des montants qui sont définis sur la prise en charge. Et la prise en charge effectivement des pertes de revenus du fait de l'exercice de son droit à la formation. Donc là, il y a une possibilité qui est offerte de prendre en charge une partie des revenus qui sera liée du coup à l'exercice de la formation. En revanche, bien sûr, cette prise en charge, elle est limitée là aussi. Je crois de mémoire, c'est 1,5 fois le SMIC. Donc, c'est à peu près 1800-1900 euros, je crois, à peu près. Donc, c'est juste à ce niveau-là. C'est une prise en charge d'une perte de revenus, mais ce n'est pas une compensation globale à 100% de vos revenus si jamais vous faites de la formation et que vous n'avez pas de revenus pendant ce temps-là. Alors, le DIF des élus locaux, comment ça marche? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 20 heures de formation, donc ils sont cumulables chaque année. Donc, ça veut dire que, par exemple, en 2016, bon, là, nous, c'est démarré, du coup, vous aviez 20 heures, donc vous pouvez bénéficier pour 2017. Et en 2017, vous avez à nouveau 20 heures, donc ça fait 40 heures que vous pouvez utiliser au titre sur 2018, et etc. Voilà, les heures cumulées en 2020 sont créditées en 2021. Et on a un cumul maximum de 120 heures sur la durée totale d'un mandat. Alors, point important, effectivement, qui est noté ici dans la présentation, c'est que, effectivement, une des particularités du DIF des élus locaux, c'est que vous pouvez l'utiliser 6 mois après l'expiration du mandat de votre mandat. Donc, ça veut dire que, voilà, si votre mandat, par exemple, c'est terminé, là, par exemple, parce que, bien sûr, on ne vous souhaite pas, vous avez encore 6 mois. Vous pouvez utiliser ce DIF. Voilà. Et donc, ainsi de suite aussi sur la prochaine période, sauf si éventuellement, entre-temps, de nouvelles dispositions du législateur arrivent, puisqu'on verra plus tard qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en attente sur la réforme de la formation des élus. Alors, concernant les formations qui sont éligibles, ce sont donc les formations qui sont relatives à l'exercice du mandat. Donc, voilà, en gros,
pouvez pas vous former à n'importe quoi, c'est ça en gros le sens du message. Des formations qui contribuent aussi à la réinsertion à l'issue du mandat. Donc, et ça, si c'est le cas, donc par exemple, ça peut être le cas si, voilà, si éventuellement vous décidez de faire une formation, soit avant l'expiration de votre mandat, parce que vous dites, voilà, c'est la dernière année que je fais ça, et j'ai besoin quand même de me remettre le pied à l'étrier sur un certain nombre de sujets, ou même si c'est du coup à la fin de votre mandat, vous n'êtes pas réélu, vous ne souhaitez pas vous représenter, voilà, vous avez encore 6 mois de possibilité de bénéficier du DIF. Vous pouvez éventuellement, dans ce cas, profiter de ce DIF-là pour faire une formation de reconversion, de réinsertion. La seule condition, c'est qu'il faut que cette formation soit inscrite dans le cadre du CPF, qui est le dispositif donc, mis en place par le gouvernement, le compte personnel de formation, donc, sur un certain nombre de formations qui favorise la réinsertion et la reconversion et le développement des compétences pour exercer un certain nombre de métiers. Donc, les formations qui sont éligibles au CPF sont disponibles sur différents sites aussi proposés sur Internet par le gouvernement. Et donc, vous pouvez y accéder et ainsi, vous pouvez choisir des formations près de chez vous qui seraient éligibles au CPF ou sinon des formations pas près de chez vous mais qui sont éligibles et qui concernent des métiers ou des thématiques qui vous semblent importantes pour vous. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc pour exercer ce droit, donc votre DIF, vous devez faire votre demande par écrit, donc 30 jours minimum à l'avance. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un minimum de délai de prévenance auprès de l'employeur. Et après, si l'employeur est favorable, dans ce cas-là, l'élu, vous devez faire votre demande officielle à la Caisse des dépôts sur le site donc www.dif-élu.fr. Donc sur ce site-là, vous trouverez en fait pas mal de ressources, y compris donc documentaires, sur des documents à utiliser pour vraiment gérer au mieux vos demandes de DIF. Et il y a pas mal de détails sur comment vous pouvez utiliser également votre DIF. Donc, il est assez bien fait. Donc, je vous engage vraiment, si votre sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir comment je peux utiliser mon DIF élu, il y a pas mal d'informations très utiles et des documents qui sont nécessaires du coup pour la poursuite de votre demande. Et bien évidemment, à l'issue de la formation, il faut remettre une copie de l'attestation de formation délivrée par l'organisme. En gros, il faut bien évidemment respecter les règles de la formation professionnelle qui indique que pour toute action de formation professionnelle, il y a forcément une attestation de formation qui est délivrée par un organisme, en l'occurrence ici un organisme agréé au titre de la formation des élus. Alors, concernant les formations qui rentrent dans le cadre du plan de formation de collectivité, alors là, du coup, l'élu doit faire sa demande auprès du maire ou au représentant de l'EPCI si on est dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le cas où l'ensemble de la partie formation remonte au niveau de l'EPCI. Donc, la formation doit correspondre à l'exercice du mandat. Donc, elle peut être présentielle ou en ligne ou mixte. Ça peut être aussi une formation mixte, c'est-à-dire qui comprend à la fois du présentiel et une formation, une partie de formation à distance, un webinaire, des modules e-learning sur étagère, comme on dit. Voilà, ça peut être tout ça. L'organisme doit être agréé, donc ça, c'est déjà dit. La convention de formation doit être signée par le maire ou le président. Et bien évidemment, l'élu devra fournir tous les justificatifs pour être remboursé de ses frais par la collectivité. En gros, voilà, on ne peut pas bien sûr faire n'importe quoi avec les deniers publics et aussi en matière de réservation de frais, d'hôtellerie, d'hébergement, etc. Et donc, pour concernant les formations qui sont dans le cadre du plan de formation, on n'est pas dans le cadre du DIF, attention, on est dans le cadre du plan de formation. Là, ce droit est de 18 jours par élu sur l'ensemble du mandat. Donc, ce qui représente quand même un nombre de jours relativement conséquent par an à disposition pour pouvoir du coup améliorer vos compétences et pouvoir creuser les sujets qui vous semblent nécessaires pour exercer votre mandat.
Alors, un point sur la loi engagement à proximité. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que du coup, le législateur a adopté une loi qui s'appelle loi engagement à proximité en fin d'année dernière, hein, loi qui vise aussi à revaloriser le statut de l'élu, avec notamment des conditions financières d'exercice qui sont meilleures et qui ont été revalorisées notamment pour les plus petites collectivités. Il y a aussi toute une partie qui traite de la formation. En fait, sur ce sujet-là, le législateur renvoie en fait à des décisions qui auraient dû intervenir là. Alors bien évidemment, tout le calendrier législatif est bouleversé. Néanmoins, voilà, il y a un article, l'article 105, voilà, qui habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à une réforme de la formation des élus locaux. D'accord. Alors pourquoi cette réforme? Ça c'est pas forcément, on n'a pas forcément tous les tenants aboutissants. Alors certes, l'objectif c'est aussi quelque part de mettre en conformité, on va dire, l'ensemble de la législation concernant la formation professionnelle et de mettre tout le monde au même niveau. D'où l'intérêt aussi de traiter de la création d'un compte personnel de formation pour permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie. Donc ça, c'est en fait le CPF, en fait, c'est un peu une extension du DIF ou une transformation du DIF. Donc l'idée, c'est sans doute d'harmoniser cette législation. La portabilité des droits à la formation entre les différents comptes personnels d'activité. Donc là, pareil, l'idée, c'est de remettre à niveau, on va dire, la législation en matière de formation concernant les élus. Un accès à la formation qui serait amélioré, notamment pour les primo-élus, donc ceux qui viennent d'être élus pour la première fois, et la clarification des différents dispositifs de formation des élus locaux, selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment que, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de formation des élus, il y a parfois eu, on va dire, quelques abus, ou en tout cas des formations, parfois hein, des demandes qui ont pu paraître parfois exotiques à la Caisse des dépôts qui finance ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi un sujet, il y a eu un sujet et il y aura un sujet aussi de faire en sorte que effectivement, les formations qui seront choisies par les élus soient des formations qui sont vraiment en lien avec l'exercice du mandat électif et pas des formations de complaisance, etc. Ça, c'est un sujet qui est vraiment important. Et effectivement, il y a aussi un objectif très clair de faire en sorte que tous les nouveaux élus aient droit à une formation dans les 6 premiers mois, en tout cas dans la première année de leur mandat. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est une volonté forte du gouvernement, faire en sorte aussi que les élus soient armés, notamment les nouveaux qui découvrent aussi le système de fonctionnement, peut-être pour un certain nombre d'entre eux, des collectivités, qui soient armés pour pouvoir vraiment être efficaces dans leur mission, parce qu'en fait, s'il y a un certain nombre de nouveaux élus là qui assistent à notre webinaire, vous allez découvrir un monde totalement nouveau avec des systèmes de décision qui sont nouveaux, avec une gestion du temps sur les projets qui est nouvelle, avec des nouveaux acteurs. Bref, il y a à peu près tout qui change. Et il faut pouvoir aussi prendre ses marques par rapport au fonctionnement administratif de la collectivité et en plus éventuellement de l'EPCI. Donc, il y a parfois plusieurs gestions à prendre en compte. Et donc, tout cet univers-là, pour pouvoir bien décider et être efficace, il faut pouvoir le maîtriser, savoir sur quel bouton appuyer pour avancer très vite, quoi. Voilà, si j'utilise un peu cette métaphore. Cet article 105, il parle aussi de la définition d'un référentiel unique de formation et de la mutualisation du financement de ces formations entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Alors là-dessus, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui devra être précisé par l'ordonnance. Il prévoit aussi la transparence et la qualité des dispositifs de formation, ainsi que le contrôle des organismes de formation des élus locaux. Là, ça, c'est aussi la volonté du législateur de mettre tout le monde sur le même niveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur privé,
l'ensemble des organismes de formation qui veulent utiliser des fonds publics ou des fonds paritaires de formation doivent être référencés par des organismes qu'on appelle les OPCO maintenant, qui étaient avant les OPCA. Et pour ce faire, les organismes doivent démontrer une certaine qualité dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'action. Et donc avoir en gros un système qualité. Et pour l'année 2021, mais du coup, ça a été repoussé à 2022 du fait de la crise, l'ensemble des organismes de formation doit également être soumis à un référentiel qui s'appelle Qualiopi, qui est un référentiel en fait qualité, qui est un peu comme en gros passe comme un système de certification. Et donc, seuls les organismes qui seront agréés, qui seront référencés au titre de ce référentiel-là, pourront utiliser des fonds paritaires mutualisés au titre de la formation professionnelle. Donc là, c'est la même idée, c'est faire en sorte que du coup, les organismes de formation aient des systèmes de qualité et puissent démontrer d'une certaine qualité dans leur mode de fonctionnement. Et le fait qu'il y ait une transparence par rapport à ça c'est un point très important. Lors d'une allocution au mois de novembre sur le salon des maires, la Caisse des dépôts avait été très claire en disant qu'elle avait même également détecté des cas de fraude dans certains organismes de formation et donc qu'elle avait bien sûr mis tout ça devant la justice. Donc voilà, donc il y a aussi parfois des fonctionnements qui peuvent être frauduleux. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble des organismes de formation qui sont agréés au titre de la formation des locaux et qui dispensent de la formation pour ceci, puissent démontrer de la qualité de leur fonctionnement. Donc ça, c'est quelque chose du coup qui sera également légiféré dans les prochains mois par les législateurs. Alors, les prochains mois, c'est pour quand? Normalement, voilà, ce qui est indiqué dans le les différentes ordonnances sont censées être prises dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi. La loi a été promulguée en fin d'année dernière. Ça nous porte au 28 septembre 2020. Elle doit donner lieu en plus à un dépôt de projet de loi, d'une ratification dans un délai de 3 mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. Donc ça peut repousser à fin d'année, du coup, la ratification de ces textes. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas une interrogation, puisque bien évidemment, on n'a pas encore eu les textes de ces ordonnances, et que, en fonction de l'encombrement législatif lié à la crise, dans quel laps de temps cela va-t-il se mettre en place? Pas d'interrogation. Donc, c'est une activité qu'il faudra suivre, aussi bien du coup de votre côté que du nôtre. Donc, restez attentifs aux communications qu'on peut vous faire en la matière, aux communications éventuellement de vos centres de gestion ou aux communications aussi de différents organes de la Caisse des dépôts, par exemple. Voilà, donc tout ça, dès qu'il y aura des mouvements dans ce domaine, je pense que tout le monde en sera informé en temps et en heure. Néanmoins, soyez attentifs parce que ça peut éventuellement changer la donne sur la manière que vous auriez d'envisager vos projets de formation, que ce soit pour vous ou pour l'ensemble de vos élus. Néanmoins, voilà, la volonté du législateur, à mon sens, d'après en tout cas la lecture qu'on peut en avoir de notre côté, elle est claire. Elle consiste à dire, il faut professionnaliser la formation des élus et faire en sorte que les élus disposent d'un accès à des formations de qualité. Ça, c'est un point très important. 2, que bien sûr, les fonds de formation qui sont alloués à la formation des élus soient vraiment concentrés sur l'exercice de leur mandat. Ça, c'est un point vraiment important. Et 3, c'est aussi une mise à niveau de l'ensemble des règles et fonctionnement de la formation professionnelle des élus sur l'ensemble des règles qui régissent la formation professionnelle de manière générale. Mais en tout cas, le législateur souhaite fortement que l'ensemble des élus soient formés et en tout cas, nous, ce qu'on nous remonte tous les ans et ce qu'on nous dit tous les ans, c'est écoutez, voilà, les élus ne se forment pas, ils ne prennent pas le temps de se former, pas suffisamment.
Et c'est des sons de cloche qu'on a régulièrement, qui prennent de partout, et notamment aussi des territoriaux, qui sont les premiers demandeurs à ce que les élus soient formés, parce que voilà, ça permettrait d'aller plus vite, sans doute dans le dialogue entre le politique et l'administratif. Alors en résumé, je vous ai fait un petit tableau. Je ne vais pas le recommander là, mais voilà, vous l'aurez en fait dans le slideshow, dans la présentation PowerPoint là, que vous recevrez du coup à l'issue de ce webinaire. Voilà, du coup, vous voyez les éléments. On avait les deux principaux qui étaient à droite, le droit individuel à l'information, et à gauche, la formation financée par les budgets locaux. Et puis au milieu, vous avez les congés de formation, voilà, qui est possible de faire. Après, voilà, c'est aussi lié à l'accord de l'employeur. Il peut éventuellement s'opposer, il y a différentes règles par rapport à ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas automatique. Alors maintenant, ce que je vous propose rapidement, je vais vous présenter en fait ce que la Gazette aussi a proposé justement pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, c'est-à-dire une formation dans les prochains mois permettant de se former sur un spectre très large de thématiques. Donc, nous avons imaginé un dispositif qui s'appelle Edu Academy, qui fonctionne un peu, si vous voulez, comme une solution effectivement e-learning en illimité. En gros, vous accédez à un site internet sur lequel vous avez à disposition tout un tas de ressources pédagogiques disponibles. Et puis, ben voilà, vous choisissez. Vous payez une seule fois pour l'ensemble et vous choisissez les thématiques qui peuvent vous intéresser dans l'ensemble, et vous vous formez quand vous voulez. C'est-à-dire le soir, sur des moments de pause, bref, au moments qui sont les plus opportuns et qui sont autorisés ou en tout cas possibles pour vous. Et c'est disponible aussi bien sur un ordinateur que sur un smartphone. Voilà, donc là, c'est en résumé ce que je viens de dire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte d'aider les élus à avoir, on va dire, un socle commun de connaissances, et pour pouvoir vraiment comprendre comment fonctionne une collectivité, savoir comment, enfin, avoir des connaissances minimales sur tout un tas de sujets. Et ça permet vraiment de naviguer et de mieux comprendre comment fonctionne une collectivité. Hein. Donc, bien sûr, la Gazette est un organisme agréé par la formation des élus. Hein. Donc, à ce titre, accessible au financement par le DIF. Les formations donc, ont été construites. Pardon. Alors, excusez-moi, il y a une petite interruption voilà. La formation a été construite du coup avec différents professionnels. Donc, là, vous voyez la liste des professionnels avec lesquels nous avons travaillé. Donc, Eric Landau, qui est un avocat très connu dans le secteur des collectivités. M. Saint-Gabriel, qui est un DRH de plusieurs syndicats intercommunaux. Franck Pifot, qui est un consultant spécialisé dans le domaine des finances locales, qui était élu, qui est plus élu cette année. Il a décidé de ne pas se représenter finalement, mais il a été élu pendant très longtemps. Donc, il connaît bien aussi le côté élu. Simon Ray, qui est avocat, un cabinet à Damas, qui est un cabinet spécialisé aussi sur la sphère publique de manière générale et la sphère publique locale en particulier. Laurent Bidot également, qui est un avocat spécialisé dans le domaine de la commande publique, et Gwenaël Leblanc-Masclé, qui est un directeur général adjoint, notamment de la métropole de Brest, et aussi l'ex-directeur général du CNFPT, M. Vincent Potier, qui a contribué aussi à l'élaboration des contenus de cette formation. Le CNFPT qui n'est pas un appel de formation pour les élus, hein. On est bien d'accord, pour les territoriaux, d'accord, mais pas pour les élus.
Alors là, je vous présente rapidement les différentes thématiques qu'on a prévues pour le moment, parce que vous verrez que c'est quelque chose aussi qu'on va faire évoluer dans le temps. Dans un premier temps, on a vraiment ce qu'on appelle des fondamentaux, donc sur le statut de l'élu. En gros, qu'est-ce que l'élu peut faire, à quoi il a droit, ses risques, etc. Les compétences et attributions territoriales, donc quelles sont les compétences des collectivités, comment elles les exercent entre elles, donc entre communes, EPCI, départements, régions, etc. Donc l'organisation des communes du coup et des intercos dans l'écosystème territorial, comment ça fonctionne tout ça. Des éléments sur la gouvernance d'une collectivité au niveau vraiment au mode de fonctionnement. Sur les services publics locaux, donc qu'est-ce que c'est qu'un service public local, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes formes juridiques que ça revêt et du coup les bénéfices de chaque modalité. Le pilotage d'une collectivité, donc qu'est-ce que ça veut dire piloter une collectivité, comment ça marche là aussi, c'est quoi, quelle est la démarche, quels sont les outils, comment on peut faire avancer une collectivité de manière performante. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des contenus qui sont liés à des gens qui exercent dans les collectivités depuis longtemps. Donc, quelque part, tout ce qu'ils proposent, c'est vraiment des éléments qui sont complètement digérés, il y a du vécu, et donc, voilà, accéder à ce genre de contenu, ça permet d'aller très vite à l'essentiel et de savoir du coup ce qu'il faut faire. Les fonctions ressources, c'est toutes les fonctions qui permettent en fait de faire fonctionner la collectivité. Donc, on va mettre dans cet ensemble-là tout ce qui est la fonction finance, la fonction RH, toutes ces fonctions-là qui permettent vraiment de faire fonctionner l'ensemble. Des fondamentaux sur les finances locales. En gros, voilà comment ça marche, le budget, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on prend des décisions, comment on investit, comment on fait de la prospective, etc. Les fondamentaux des achats publics, ben là, c'est concernant vraiment le fonctionnement de la commande publique, comment ça marche la commande publique quand on ne connaît pas. Les fondamentaux des RH, pareil. Là, tout un tas de points vraiment contre le fonctionnement RH de la collectivité. On sait que c'est un sujet qui est majeur et qui le sera encore plus dans les années à venir avec la limitation, on va dire, des ressources et des finances locales. Et puis des domaines qui ont plutôt trait à on va dire, des délégations. Donc, tout ce qui est action sociale, éducation, urbanisme, pouvoir de police, sécurité, etc. Donc, sur chacun de ces thématiques-là, en fait, vous avez un ensemble, soit de vidéos, de fiches mémo, de quiz, et aussi des webinaires. Alors, les webinaires, c'est quelque chose en fait qui sera organisé au fil de l'eau. Donc, on en prévoit un par mois, et on verra si on a fait davantage. Et l'idée, c'est sur à peu près 1 heure, 1 heure et demie de temps, d'avoir un propos vraiment très ciblé avec un formateur reconnu sur la question qui maîtrise parfaitement son sujet. Et donc ça, ce sera des contenus qui seront dédiés aux utilisateurs de la plateforme. Donc vous pourriez assister soit en direct, soit possibilité aussi d'avoir les replays si jamais vous n'avez pas pu assister au direct. Bien évidemment, l'intérêt, c'est que du coup, en ayant sur cette plateforme-là, vous avez accès du coup à des contenus, mais aussi vous avez la possibilité de disposer d'attestations de formation sur la base donc, des heures de formation que vous avez effectuées. Voilà, alors je vous propose de faire une petite démonstration rapide. Je vous rassure, ça ne va pas être long. Voilà, alors, hop. Alors, là, je pense que vous mon écran. Donc, vous voyez là, je vous ai mis un test là, de la démonstration. Et ça se présente comme ça. Donc là, je vais lancer le parcours. On ne voit pas l'écran. Ah, vous ne voyez pas l'écran. Est-ce que là, vous voyez l'écran? Ah, pardon. Hop, j'y vais. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran là? C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, alors, je vais revenir sur l'écran précédent. Voilà, l'écran précédent, vous allez arriver sur quelque chose qui ressemble à ça, avec un propos et puis une introduction vous indiquant, en gros, là, on a pris quelque chose sur une partie sur les fondamentaux des achats publics. Et donc, le référent, donc là, on a mis Franck Luger, notre directeur marketing.
mais ça pourra être bien sûr moi ou d'autres personnes de la cassette. Et puis, vous verrez également les gens qui sont inscrits au dispositif. Il n'y aura pas forcément leur nom, mais en tout cas, voilà, vous aurez accès à ça. Et vous voyez, il y a différents modules, excusez-moi, il y a différents modules qui sont là, donc module 1, module 2, etc., à chaque fois sur différents domaines. Donc, c'est extrêmement découpé de manière à ce que vous puissiez accéder rapidement à des sujets qui vous intéressent directement. Donc là, par exemple, on va commencer par lancer le parcours. Voilà, donc là, on a un point, décidément, sur les grands principes de la commande publique. Voilà, donc on a une présentation de ce que c'est. Voilà. Et on peut commencer. Là, si je commence, du coup, voilà. J'ai une... voilà. Alors, on n'entend pas le son. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien le son ou pas. Non, le son ne sort pas, malheureusement. D'accord. Alors là, visiblement, le son, vous ne le voyez pas. Vous ne l'avez pas, pardon, excusez-moi. Bon, il y a quelques sous-titres qui peuvent apparaître. Et donc, le principe, c'est vraiment, voilà, des courtes vidéos. Celle-ci fait 2 minutes 50. Hein. Et donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez éventuellement d'ailleurs laisser quelques impressions. Et vous pouvez éventuellement même écrire dans le forum pour dire, voilà, écoutez, ça c'était intéressant, ou alors côté là, j'ai pas bien compris cette notion-là. Bref, toute information qui vous semblerait intéressante de partager. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également, là en l'occurrence, il y a une deuxième vidéo sur ce parcours-là. Voilà. Voilà. Et puis juste après, vous avez des fiches pratiques donc, qui sont liées aux vidéos que vous venez de voir. D'accord? Donc, ils sont parfois que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez ouvrir le fichier, vous pouvez les charger sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou sur votre smartphone, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, bien sûr, vous pouvez zoomer. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez des contenus qui sont un peu comme des synthèses, on va dire, de ce qu'il faut savoir sur le sujet. Hein. Et puis, à la fin, vous avez une question. Alors, ça dépend des thématiques. Hein, en l'occurrence, celle-ci, il y a une question. Et on va répondre, je ne sais pas, le code de la République qui s'applique conclu le 1er janvier, au contrat d'occupation, à une concession d'aménagement. Voilà. Donc, on va dire ça, par exemple. On va valider. Ah, réponse incorrecte. Et là, on voit du coup ce qui se passe. Les deux bonnes réponses, c'était les deux vertes. Voilà, il y avait deux réponses. Et on indique les éléments, le code de la commande publique s'applique à tous les contrats, etc. etc. Donc, vous avez des éléments d'explication. Voilà. Donc, ça, c'est un premier module. Et l'ensemble des modules, en fait, sont… Voilà, super. J'ai trouvé. Voilà. Et donc, vous pouvez, comme ça, après, poursuivre l'ensemble du dispositif à votre guise. Alors, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Hop. Alors, rapidement, du coup, là, vous voyez, on propose un tarif de lancement pour cette prestation. Donc, pour les 100 premières inscriptions, il y a une offre spéciale, donc accès illimité, donc du coup, qui est à 500 € par participant. Et par contre, si il y a des possibilités, si des personnes sont intéressées pour éventuellement proposer ce dispositif pour plus de 5 élus, donc 10, 15, 20, 30, 40, 50, etc. Dans ce cas-là, nous consulter, on fera une proposition ad hoc. Et pour ce tarif-là, du coup, vous avez accès à l'ensemble de ces modules de formation, à des webinaires, à des fiches mémo en limité, donc jusqu'au 31 août. C'est-à-dire que vous utilisez tant que vous voulez, tant que c'est nécessaire. Et le financement, il peut se faire de deux manières, soit par le budget de la collectivité, soit par le DIF élu. Voilà, 5 bonnes raisons de choisir l'Académie. C'est effectivement, 1, vous répondez à l'obligation de formation, 2,
L'idée aussi de faire cette plateforme, c'était aussi pour répondre vraiment aux questions d'agenda, contraintes d'agenda des élus. Hein, souvent, on a le point, les élus se forment le samedi, le dimanche, en soirée, c'est compliqué, etc. Donc là, du coup, ça permet vraiment de se former quand on veut et quand on peut, surtout. On propose quand même un contenu qualitatif avec des formateurs de renom, tous très connus dans le landerneau de la formation. En illimité, ça on l'a déjà dit. Et aujourd'hui, en fait, l'ensemble de ces plateformes, le coût d'accès, en fait, c'est moins cher en fait, qu'une formation en présentiel et il est finançable à 100%. Voilà. Donc, du coup, ce dispositif, quand on l'a conçu, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, il faut que tout le monde puisse y avoir accès, que ce soit un élu dans une petite commune de 500 habitants, que un ensemble d'élus, nouveaux élus d'une nouvelle assemblée de 30, 50 élus, que sais-je, et qui sont nouveaux et qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, vraiment, on essaie d'être l'idée, c'était vraiment d'être le plus large possible et d'être le plus accessible possible à tout le monde. Voilà. Je vous laisse là, c'est quelques mots quelques slides sur les contacts. Et puis, bah, écoutez, voilà, je suis maintenant disponible pour les questions, s'il y en a. Franck? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. N'hésitez pas à en poser dans votre boîte questions. Ah oui, il y a un petit espace à disposition pour les questions. Donc là, vous pouvez poser vos questions et du coup, on va les regarder. Alors, il y a une question, si on a un DIF qui a été acquis par une activité professionnelle, est-ce qu'on peut Oui. l'utiliser pour la formation des élus? Non, C'est différent, il me semble, oui. non, c'est différent malheureusement. Il y en a une qui est vraiment liée au mandat, donc celle qu'on vient d'évoquer, là, ce mandat des élus, et l'autre, si c'est votre DIF à titre professionnel, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, en tout cas pas dans le cadre du DIF élu, d'accord. Quand j'ai dit non, c'est en fait, vous n'allez pas pouvoir dire, au titre du DIF élu, je vais pouvoir utiliser les heures que j'ai cumulées sur le DIF élu et puis mes heures de DIF à titre professionnel. Ça ne pouvait pas cumuler les deux, c'est pas possible. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, vous mentionnez pour le DIF élu la nécessité de solliciter l'autorisation de l'employeur. Oui, non, pas pour le DIF élu, non, pas pour le DIF élu, pour le congé formation. Pour le congé formation, il faut l'autorisation de l'employeur. Et la deuxième question, c'est existe-t-il un prix de groupe? Alors oui, alors, dans ce cas-là, il faut contacter Jamil Amidour, là, qui est indiqué là, le contact commercial de la Gazette, où il y a déjà eu plusieurs demandes dans ce sens, venant de collectivités, tout type, qui du coup avaient justement 20, 30 ou 40 élus à former. Et c'est vrai que la manière dont le contenu est organisé, aujourd'hui, ça peut être pensé soit comme un contenu qui est autosuffisant, c'est-à-dire qu'il permet de répondre aux problématiques de formation des élus de manière pleine et entière, c'est parfait. Et puis, il peut être aussi vu comme étant, entre guillemets, un peu un complément si éventuellement vous voulez disposer d'un simple commun de connaissances sur un certain nombre de sujets, et puis d'avoir après peut-être d'autres aspects spécialisés, de spécialisation, pardon, sur des sujets plus ponctuels, quoi. Il y a une autre question encore. Quelle différence entre l'obligation de 1% de cotisation et la référence aux 2% minimum et maximum 20%? Alors, ouais, ça c'est pour les formations en fait qui sont Il me semble que pour le DIF, c'est le 1% et pour la collectivité, c'est entre 2 et 20%. c'est ça, exactement. C'est qu'en fait, pour les formations qui sont financées par les budgets locaux, d'accord.
Donc, les dépenses de formation doivent représenter entre 2 et 20% des indemnités de fonction des membres de l'Assemblée délibérante. D'accord. C'est une dépense obligatoire, hein. D'accord. Donc, c'est important de l'indiquer. Donc, ça, c'est pour les formations qui sont financées par les budgets locaux. Hein. Et le 1%, d'accord, le 1%, il concerne, je remonte sur mon document, il concerne le financement du droit individuel à la formation. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. Donc, d'un côté, le budget de la commune dédié à la formation des élus, donc ça, c'est entre 2 et 20% des indemnités. De l'autre côté, le financement du DIF pour les élus. Et là, du coup, c'est une taxe d'un montant minimal de 1% qui est prélevée sur les indemnités de fonction des élus locaux. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah, une autre question. L'obligation de former les collaborateurs dans une entreprise tous les 6 ans est-elle valable pour les élus? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'effectivement, cette obligation-là pèse dans le domaine du secteur privé. Peut-être que c'est ce que mentionnera le législateur dans ses projets d'ordonnance. Ça peut faire partie justement des éléments qui seront dans l'ordonnance sur le fait qu'il obligera, entre guillemets, la collectivité à s'assurer que les élus ont été formés sur la base de 6 ans. Donc, c'est possible. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui l'oblige. D'accord. Aujourd'hui, à date, il n'y a rien qui l'oblige. Mais en tout cas, il faudra suivre ça dans les prochains textes s'ils sortent du gouvernement sur la formation des élus. Ok, et une dernière question. Du coup, quel sera l'abondement du CPF élu? Alors, quel sera l'abondement du CPF élu? Alors moi, personnellement, j'ai pas compris cette question. Si là, pour l'instant, je n'ai aucune idée. Mais par contre, je peux voir comment on peut se renseigner par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on n'a juste pas la réponse parce qu'aujourd'hui, le CPF n'est pas vraiment créé, quoi. Donc, CPF élu. Donc, tant que le texte n'est pas passé en la matière, c'est compliqué de parler d'abondement parce que pour l'instant, les règles précises ne sont pas encore établies. Il y a encore quelques inconnus sur la formation des élus, ça c'est clair, j'en suis désolé. On aimerait que le législateur ait déjà statué sur le sujet. Malheureusement, il ne l'a pas fait dans les médias et là, on se retrouve dans un contexte du coup législatif qui est encombré et en plus avec des incertitudes qui pèsent encore sur les élections à venir, à la fois sur les délais, les dates des prochaines élections et qui pourraient être repoussées au calendrier grec. Donc, c'est vrai qu'on est pour l'instant dans un entre-deux. Néanmoins, en ce qui concerne l'information, aujourd'hui, les budgets, un certain nombre de budgets ont été votés dans les collectivités. Beaucoup d'assemblées sont déjà constituées. Donc, on n'est pas dans une situation quand même où tout le pays est paralysé au niveau administratif et électif. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a encore des grosses interrogations, notamment sur les grosses collectivités, puisque c'est surtout sur elles, sur ces collectivités-là, où il y a souvent des deuxièmes tours, quoi. Ok, je pense qu'on peut arrêter là. Nous répondrons de toute façon aux questions additionnelles dans un second temps. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention et j'espère que avec ce webinaire, on aura répondu éventuellement aux interrogations que vous avez sur le sujet de la formation des élus. Et puis, si vous êtes intéressé par ailleurs sur la plateforme que nous proposons sur les élus, donc Élu Academy, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir avoir plus de renseignements. Donc, je remets l'adresse email de Jamila Medour et son numéro de téléphone si jamais vous êtes intéressé. Voilà, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne soirée et bon courage dans ce pas de confinement. Merci.